surtout quand c'est quelque chose on a une course qu'on n'a jamais faite, une distance qu'on n'a jamais courue. C'est vrai que jusqu'au bout, là, sur la course, au 85e, bon, même, on commençait à me dire, bon, ben, ça va le faire. J'avais mes parents, des amis sur le bord de la route qui me disaient, allez, c'est bon, ça va le faire et tout ça. Et moi, j'étais là, non, mais non. Il reste encore 15 bornes ou 20 bornes. Et je me disais, on sait pas, le corps, s'il se met en off, même à 5 km de l'arrivée, c'est mort. Enfin, tu peux plus avancer. Donc, non, jusqu'au bout, tant que tu l'as pas fait, moi, j'étais pas sereine, quoi. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour votre précieuse fidélité et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast. Course Épique en 2022, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, ça vous le savez, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc désormais rendez-vous 2 fois par semaine. Si vous avez envie de soutenir Course Épique, les 3 meilleures choses que vous pouvez faire et qui ne vous prendront que quelques secondes. Vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcast ou sur Spotify, et enfin, en parler largement autour de vous sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Floriane Hott. Floriane a marqué les esprits au début du mois d'avril en remportant les championnats de France du 100 km. Une performance d'autant plus remarquable qu'elle n'avait jamais couru plus de 60 km jusqu'alors. Floriane aura éclaboussé de son talent cette course, on peut le dire, finissant avec 30 minutes d'avance sur les minima qualificatifs pour les championnats du monde de la distance, prévus fin août à Berlin. Elle va donc nous raconter en détail dans cet épisode sa découverte de la distance, nous livrer les clés de sa préparation avec notamment un stage au Kenya, et évoquer la façon dont elle opère avec Nicolas Navarro, son compagnon à la ville, qui excelle au plus haut niveau, lui, sur la distance marathon. Mais je ne vous en dis pas plus. Floriane va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, sensationnel. Bonjour Floriane et bienvenue dans ce 74e épisode de Course Épique. Déjà, le temps passe très vite. Oui, c'est vrai. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Je suis vraiment ravi d'échanger avec toi et d'évoquer cette course tout particulièrement épique que tu as vécue il y a quelques jours à l'occasion des championnats de France de 100 km. Avant qu'on démarre notre épisode, je te propose un petit interlude musical. Alors attention, t'es prête ? Oui. Ah, je sais pas si tu vas entendre. Si. Happy birthday to you. Il faut que tu chantes. Alors, en fait, c'est pas exactement ton anniversaire aujourd'hui, Non, c'est dans quelques jours, mais ce que tu ne sais pas, c'est que l'épisode sera diffusé pour la première fois le jour de ton anniversaire. Ah, super, ouais, le jour de tes 31 ans, pardon. C'est ça. Donc, je te souhaite un très bel et heureux anniversaire un peu en avance, et puis je suis sûr que si nos auditeurs avaient pu le faire, ils auraient eux aussi pris le micro et entonné le refrain. Donc voilà, bon anniversaire Floriane. Merci. C'est la première fois que je tente une intro musicale comme ça. Je sais pas si je vais refaire. On entend bien. Ça porte pas malheur de souhaiter bon anniversaire avant. Un petit peu, surtout dans le sud-est, mais bon, c'est pas grave. Mince. On dira que c'est le jour J. Ça se passera bien. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as mis sur ta liste de cadeaux d'anniversaire d'ailleurs? Est-ce que finalement ton titre de championne de France des 100 km que tu viens de décrocher, c'est pas le plus beau des cadeaux dont tu pouvais rêver? Ah si, là c'est sûr que c'était déjà un peu, on va dire, un cadeau d'anniversaire en avance. Et un titre de championne du monde pour tes 31 ans? Oula, non, j'en suis pas jusque là, mais oui, essayer de faire une belle perf et d'honorer le maillot tricolore, ça c'est sûr que ça serait vraiment super. Floriane, avant qu'on s'intéresse plus particulièrement à ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs en quelques mots? Alors oui, je m'appelle Floriane, j'habite à Aix-en-Provence, mais je suis toulousaine à la base. Mais bon, ça fait déjà 10 ans que je suis dans la région du Sud-Est et j'ai du mal à repartir, on va dire. Et sinon, je suis contrôleuse aérienne sur un petit aérodrome à côté d'Aix-en-Provence, l'aérodrome d'Aix-les-Milles. Et je pratique évidemment la course à pied. Donc j'ai fait déjà un peu de course à pied quand j'étais plus jeune. Ensuite, je me suis tournée vers le foot. J'ai joué au foot pendant 7-8 années à Toulouse. Et, quel âge tu avais quand tu as commencé le foot? J'étais en 4e, donc je sais plus trop quel âge on a. Oui, 14 ans, vers 13-14 ans. C'est ça, ouais. Voilà. Je baignais un petit peu dans le foot parce que mon frère jouait au foot, mon père entraînait, ma mère était aussi au bureau de notre village, donc c'est vrai que j'étais un petit peu dans cette ambiance football. Ce qui m'a donné envie, c'était les tournois, parce que je trouvais qu'il y avait vraiment une ambiance géniale quand j'accompagnais mon frère et mon père, et du coup ça m'a donné envie de me lancer et j'ai adoré en fait toutes ces années. Puis quand je suis arrivée à Aix, j'ai eu du mal à retrouver en fait une équipe féminine. Enfin, je vais pas forcément chercher et du coup, je me suis mis un petit peu à courir. Enfin, et je me suis inscrite au club d'Aix Athlètes Provence. Cette dimension collective là du foot, elle était importante pour toi, cette notion d'équipe? Ah oui, moi c'est ce qui m'a vraiment plu dans le foot. Enfin, on était tout le temps ensemble.
même si on avait des matchs les week-ends, c'était pas juste le match, quoi. On passait tout le week-end ensemble. Après, on allait voir les autres équipes jouer. C'était vraiment cette ambiance, c'est ce qui m'a vraiment plu dans le foot, quoi. Moi, je me disais, enfin, je voyais pas ma vie sans foot, quoi. D'ailleurs, on pouvait pas enfin, on partait jamais les week-ends parce que moi, je jouais au foot, mon frère jouait au foot, donc on avait les matchs, mais pour nous, c'était impensable de rater un match ou quoi que ce soit. Donc, c'est vrai que non, ça a été très important dans toute ma jeunesse, quoi. Au-delà de ton frère, est-ce que ta famille, enfin tes parents, étaient très portés vers le sport eux aussi? Est-ce que tu as quand même grandi dans une famille qui était très portée vers ça? Ah oui, alors bah c'est vrai que le sport pour mes parents ça a toujours été, enfin ça a été toujours important pour eux qu'on en fasse, mais ils nous ont voilà jamais forcé, jamais dit il faut faire tel ou tel sport ou voilà, mais c'est vrai que pour eux c'était important. Et enfin de toute façon moi je le vois, je sais que ça a été un équilibre pour moi d'avoir le sport depuis toute petite. Je pense que puis là moi j'ai aussi une petite sœur en fait qui a 16 ans de moins que moi. Mais du coup, elle, c'est pareil, quoi. Elle se met au sport. Enfin, elle aime aussi beaucoup la course à pied, mais elle touche à tout. Et c'est vrai que c'est un équilibre, je pense, enfin, dès le plus jeune âge de pratiquer un sport. Et la course à pied, dans tes toutes jeunes années, c'était vraiment dans une approche liée à ta scolarité. En fait, c'était dans ce cadre-là que tu as fait tes premiers pas. Non, c'était en école d'athlé. J'étais en primaire, je crois, quand j'ai commencé. Et c'était pareil. En fait, c'était une section d'athlé dans mon village, mais c'était pas du tout tourné compétition ou quoi que ce soit. J'ai fait quand même des crosses quand j'étais plus jeune. Et ensuite, j'ai fait aussi un petit peu les crosses en universitaire, parce que là, c'est pareil, je retrouvais cet esprit d'équipe. J'étais avec des copines du lycée, du collège, enfin oui, plutôt au lycée d'ailleurs. Et du coup, c'est vrai que c'est ce qui me plaisait en fait, c'est de faire des déplacements de groupe, de courir pour une équipe. Donc voilà, mais ça a jamais été vraiment la compétition jusqu'à là que je me remette vraiment à l'athlé il y a 6-7 ans, quoi. Et qu'est-ce que t'as apporté, la course à pied, que t'apportais, enfin de différent en tout cas de ce que tu pouvais connaître par le foot? Quel accomplissement tu y trouvais, toi? Bah, quand je courais, j'aimais bien. En fait, c'était me retrouver des fois aussi un peu seule, ça vide la tête. C'est vrai que puis c'est pratique en fait la course à pied. Le foot, on peut pas, enfin, on peut jouer tout seul, mais c'est pas comme un match. Un On peu peut, plus oui, ennuyeux, ouais. oui, voilà, c'est ça. Donc c'est vrai que la course à pied, moi, c'est ce que j'aime, c'est que vraiment à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit ou même voilà quand on est en vacances, ou quand on est chez des amis, quand on est dans la famille, je veux dire, on a juste à prendre ses baskets et on va courir. Et du coup, c'est ça, je trouve, c'est le fait déjà que ce soit facile, on va dire, de courir où on veut. Et après, c'est aussi un moment, même si voilà, c'est super agréable de courir en groupe, de s'entraîner en groupe. Moi, j'aime aussi beaucoup courir toute seule. Donc, du coup, c'est aussi des moments où je me retrouve et où, en fait, on s'évade un petit peu. Donc, c'est ça que j'aime bien aussi dans la course à pied. Est-ce que tu as su très vite que ton cœur, il te porterait à terme vers des formats longs et puis même aujourd'hui très longs? Bah non, je savais Tu l'as pas dès le découvert et début. au fil du Ouais, temps, tu as eu envie de pousser un peu plus loin à chaque fois? c'est ça, voilà. Après, je savais quand même que j'étais plus à l'aise sur des formats longs parce que j'ai vraiment du mal sur les efforts courts à vraiment voilà être à fond même sur des séances voilà de 200, de 300, de 400. C'est ce que j'aime le moins en fait parce que je trouve que le corps il souffre encore plus des fois que sur de la résistance en fait. Mais non, voilà, j'ai découvert petit à petit et même là jusque le 100 km, je savais pas si mon corps il en était capable, mais c'est petit à petit, en fait, plus on fait de nouvelles choses, c'est là qu'on se rend compte, ça passe ou ça casse, quoi, en fait. Est-ce que tu as le souvenir d'un moment, que ce soit une course ou peut-être un entraînement, qui t'a fait prendre conscience de ton potentiel en fait? Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, OK, là il y a peut-être des choses, il y a peut-être des capacités et ça vaut le coup que je pousse encore plus loin, que je m'entoure et que j'essaie de développer tout ça parce que j'aime ça, mais parce que je sens aussi qu'il y a peut-être des choses chouettes à réaliser. Est-ce que tu as le souvenir d'un moment où ça a un peu basculé? Non, j'ai pas vraiment un souvenir où je me suis dit: «Là, ça va changer quelque chose». C'est juste, en fait, la 1re course que j'ai faite, c'était un marathon, donc j'ai pas fait de 10 kilomètres ou de semi. En fait, c'était un défi. Ma 1re course a été un marathon, donc du coup, c'est vrai que c'était vraiment le défi de le terminer, en fait. Et bon, j'avais fait 3h41, mais sans vraiment, voilà, m'entraîner, on va dire assidûment comme je peux le faire maintenant. Et c'est peut-être C'était là quoi? où je C'était 2014-2015, c'est ça, de mémoire? 2014, ouais, le Ouais, marathon c'est de ça. Toulouse. Et du coup, c'est vrai que c'est là où je me suis dit, enfin, je me suis régalée. J'ai adoré toute la course. J'ai trouvé ça super sympa. Et en fait, je me suis dit, ça me plaît de courir longtemps, ça me plaît de faire des kilomètres. Et en fait, c'est suite à ça où je me suis dit, je vais m'inscrire peut-être dans un club et je vais essayer de voir, voilà, en essayant d'avoir des entraînements cadrés par un coach, etc., de voir ce que ça peut donner. Donc, c'est peut-être là où j'ai eu ce déclic-là, mais après, je me suis jamais, enfin, il n'y a pas vraiment de course ou voilà, après, c'est un peu
on va dire, plus on en fait, plus on a envie d'en faire, quoi. Mais s'il n'y a pas eu de déclic à part peut-être celui-là, ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ton moment favori d'une course? J'entends par course au sens très large, tu vois, ça peut être la phase de préparation, la phase juste avant, la phase après ou un moment pendant. Est-ce qu'il y a un moment qui t'est particulièrement cher quand tu te lances sur la route? Ben, moi, en général, j'adore les prépas. Je me régale vraiment dans toutes les prépas que je fais. Parce que, bah, voilà, enfin, que les prépas, voilà, marathon ou même là, 100 km, c'est beaucoup de kilomètres, beaucoup d'entraînement. Et c'est vrai que moi, enfin, ça me plaît beaucoup. Donc, déjà, c'est important, je pense. Et après, ben, la course, forcément, la ligne d'arrivée, ça reste un bon moment, même si, voilà, des fois, c'est plus compliqué que d'autres. Ça reste quand même un super moment. C'est un peu l'accomplissement de toute la prépa, justement, et de la course en elle-même. Donc, ça reste toujours des super moments, des super souvenirs, quoi. L'endroit où tu préfères courir, c'est quoi ton spot absolu aujourd'hui? Si tu pouvais choisir là, où est-ce que tu voudrais te téléporter et aller courir là maintenant tout de suite? Dès qu'on a Euh, fini l'interview quand même. Bah, peut-être je vais y aller. D'ailleurs, c'est Bibémus, c'est mes collines face à la Sainte-Victoire, enfin à Aix-en-Provence, quoi. Et j'adore cet endroit. En plus, c'est un endroit où même en partant du centre-ville, on a accès plus ou moins, enfin on y a accès en courant. Et à chaque fois que je me retrouve là-bas, encore maintenant après 10 ans, je me dis qu'on a de la chance de pouvoir courir ici parce que c'est vraiment un endroit que j'adore. C'est voilà au milieu de la nature, c'est calme, il y a une vue magnifique et franchement, je n'en Tu lasse pas. t'émerveilles à chaque fois. Ouais, oui, tout le temps. Il vient d'où pour toi le bonheur en course à pied, Floriane? Est-ce que ta course de 10 km demain matin, alors peut-être pas demain matin parce que tu es en période de relâche en ce moment, mais après demain matin, on va dire, est-ce qu'il peut te procurer le même plaisir qu'une compétition avec l'adrénaline que ça comporte et un bon résultat? Est-ce que tu vis avec la même intensité? Est-ce que le bonheur finalement peut être le même et aussi simple dans des balades, dans des formats plus loisirs, on va dire? Ah bah oui, complètement. Enfin, moi, dès que je cours, de toute façon, enfin, j'adore ça. Donc, je sais que c'est un moment, voilà, de ma journée où je vais être bien. Et après, bien sûr, les courses les plus, on va dire, avec le plus de kilomètres, il y a une plus grosse prépa. Donc, des fois, il y a une plus forte attente aussi. Mais je veux dire, même des courses, enfin, moi, je me régale sur des courses de village aussi, des courses où il y a une super ambiance et où il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas d'enjeu, on va dire, mais enfin, je veux dire, il y a pas une course particulière où voilà, je vais me dire c'est juste là que j'adore courir. C'est vraiment à chaque fois que je cours, à chaque fois que je prends mes baskets, à chaque fois que je suis sur une ligne de départ. C'est vrai que, enfin, c'est le bonheur, voilà, c'est tout le temps, on va dire, avec les baskets au pied, quoi. Il n'y a pas de moment où les mises en route sont un peu plus compliquées ou des matins où tu as moins envie d'y aller? Tu es assez constante dans ton engagement? Ah si, il y a quand même des moments, on va pas se mentir, hein, où c'est plus difficile, où on est fatigué, où il faut mettre le réveil avant d'aller. Parlons-en du 28 novembre quand il fait moins 4 degrés Ah, et c'est qu'il ça. pleut, voilà, Non, et pas qu'il est chez 6 nous. heures du Non, non. matin. Chez nous, il fait pas -4 en Ne me novembre. nargue pas parce que j'habite à Paris. Non, non, c'est Je vrai sais que bien qu'il fait 10 degrés de plus chez vous toute l'année. non, mais c'est vrai qu'en janvier, février, là, il a fait super froid. Et du coup, c'est vrai que quand tu pars, qu'il fait -4 le matin, tu te dis, ouais, quand même, là, faut être motivé, quoi. Mais bon, après, je sais qu'une fois que je l'ai fait, je commence ma journée comme ça, même si après j'enchaîne avec une journée de boulot, je suis bien, quoi. Et au final, ça me dérange pas. Mais c'est pour ça que c'est bien d'avoir des objectifs, en fait, parce que moi, quand je cours, que c'est dur, bah, je m'évade beaucoup. Je pars un peu dans mes pensées. Et ben voilà, je m'imagine sur la ligne de départ, ou je m'imagine à l'arrivée de ma course, et je me dis, bah voilà, je le fais pour ça. Je le fais parce que j'ai envie de mettre toutes les chances de mon côté d'y arriver, quoi. On n'est bien sûr jamais seul dans le développement de son potentiel sportif. Est-ce que tu peux nous parler de l'équipe qui t'entoure et puis des rencontres qui ont été particulièrement décisives jusqu'ici sur ton chemin? Bah, c'est vrai que j'ai déjà Nico qui est mon compagnon dans la vie et qui m'aide Nico beaucoup, étant donc hein. Nicolas Navarro, oui. Nicolas Navarro, ouais. Qui il m'aide beaucoup, bah, enfin au quotidien. C'est vrai qu'il est d'une grande aide pour moi. Il me conseille beaucoup, il me rassure beaucoup parce que j'ai tendance des fois, voilà, à douter un petit peu, à me dire est-ce que je vais y arriver, est-ce que c'est vraiment, enfin, est-ce que ça c'est, enfin, si je le fais comme ça, est-ce que c'est vraiment bien, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est très très important pour moi et je pense que c'est pour ça aussi que j'en suis là aujourd'hui parce que c'est vrai qu'il me conseille bien et il me donne confiance aussi, donc c'est super important. Et Est-ce que ça peut être une source de pression peut-être pour toi aussi parfois d'être avec Nico qui est un athlète de très haut niveau, qui a fait les JO, qui a un RP sur marathon à 2h08? C'est beaucoup de stimulation, j'imagine, d'émulation et puis c'est ton chéri, donc c'est ouais. évidemment beaucoup de choses très positives. Est-ce que parfois aussi le fait que ce soit un athlète de très haut niveau et la façon dont peut-être lui te conseille, ça peut te mettre une certaine forme de pression? Non, au contraire, parce que lui, il a plutôt tendance justement à me canaliser, à me dire non, fais pas trop.
enfin, faut pas que tu te blesses. Des fois, moi, je suis plutôt, oui, je vais courir. Puis je le vois, lui, il double enfin, doubler, il court le matin et le soir depuis longtemps. Donc, des fois, moi, j'ai qu'une séance de prévu, mais je le vois aller courir. Donc, je dis, bah, moi aussi, je vais aller courir. Il me dit, non, toi, c'est pas sur ton plan. Donc, tu cours pas, tu restes là, tu respectes. Donc, non, lui, il va plutôt avoir tendance à me canaliser, justement, pour pas que je fasse des erreurs que lui, il a peut-être fait avant ou qui sait qu'il faut pas faire parce qu'il a plus d'expérience. Donc, non, il n'y a pas de pression par rapport à ça. Au contraire, il est plutôt rassurant et il a plutôt tendance, voilà, à me À te canaliser. préserver, à Ouais, te voilà, à me chouchouter, ouais. préserver, ouais. J'ai aussi mon coach, bien sûr, qui m'encadre. Donc, ça, c'est Jérémy Cabadé, le coach un peu de la team Marathoniac. Et après, il y a toute, bah, voilà, toute mon équipe à Aix. On est un bon groupe avec qui on s'entraîne tous les mardis et les jeudis, et puis même sur les sorties longues de week-end. Donc ça aide, ça aide énormément, quoi, de pouvoir s'entraîner en groupe. C'est super, quoi. Est-ce que sur la partie prépa mentale, est-ce que c'est le rôle plutôt de Nico, de Jérémy ou de quelqu'un d'autre, ou c'est toi qui gères ça toute seule? Non, bah, c'est vrai que je disais que j'ai pas de coach mental entre guillemets, mais je pense que Nico, c'est un peu mon coach mental finalement parce que bah, c'est lui qui est là au quotidien avec moi, donc c'est lui qui en fait prend un peu toutes mes angoisses quand je stresse avant les courses ou quoi, ou qui me rassure, ou qui me donne confiance. Donc je pense que c'est très important. Après, il y a évidemment le rôle du coach qui lui va plus se rassurer sur les séances. Il va me dire bah écoute, t'as passé cette séance, c'est que ça va le faire. Et après, j'ai aussi beaucoup le soutien de ma famille, forcément, même si voilà, ils sont à Toulouse, on est très en contact tout le temps. Et c'est vrai que j'ai le soutien de mes parents, de mon frère, de ma sœur, donc ça, c'est très important aussi, quoi. Est-ce qu'au-delà de ta propre destinée et puis de ton parcours sportif que tu dois mener, est-ce que tu prends beaucoup de plaisir et tu endosses avec plaisir de cette idée d'être supportrice aussi de Nico? Ah oui, à fond, moi j'adore. C'est vrai que dès que je peux, je suis tout le temps sur ses courses, tout le temps. Enfin, j'adore ça en fait. L'idée de supporter, je trouve que ça m'anime presque autant que de courir, quoi. Enfin, quand c'est des personnes, voilà, qu'on aime, qu'on soutient, c'est vrai que pour moi c'est comme si je courais. J'adore vraiment ça, quoi. Ça te démange pas de prendre les baskets et de partir avec lui sur le bitume? Ah si, souvent, bah là, par exemple, la dernière, c'était le marathon de Séville, du coup, et bah, moi, j'étais en prépa 100 km, donc le marathon, c'était pas le moment. Et bah, c'est vrai que je l'ai accompagné, j'ai adoré suivre la course. On était avec ses parents, justement, aussi. Mais j'avoue qu'au départ, je me suis dit, ah, j'ai trop envie de courir, j'ai trop envie de le faire. Bon, voilà, je savais que c'était pas une bonne idée si je le faisais, mais ça, là, ça m'a démangé, quoi. Donc, mais bon, c'est bien, ça donne des idées pour les années d'après aussi. Floriane, c'est le moment de la pause autodiagnostic. Est-ce que Ouais. tu peux nous parler d'un point de vue sportif, ce que tu considères être les points sur lesquels tu as le sentiment de bien te débrouiller, puis les zones peut-être d'amélioration, les choses sur lesquelles tu dois encore un peu plus travailler? Je pense, après c'est difficile de le faire soi-même, mais non, je pense qu'au niveau endurance, tout ça, au niveau résistance, on va dire, je pense que c'est peut-être mes points forts. Et après, je sais que j'ai énormément bah, la vitesse à travailler, les séances de fractionnés courts. Mon coach, à chaque fois, il me dit, hein, il faut, même Nico, il me dit, faut que tu te fasses mal sur ces séances, il faut vraiment que enfin voilà quoi, sur le cours, que tu arrives à te motiver. Et moi, j'ai plutôt tendance à, ah, ça fait mal, franchement, j'aime pas les séances de cours. Je préfère aller faire un footing de 25 kilomètres que de faire des 300 sur la piste où vraiment tu souffres, quoi. Donc, non, je pense que j'ai vraiment cet aspect-là à travailler, c'est la vitesse et aussi être un peu plus assidu sur tout ce qui est étirement, renfo. Ça, c'est vrai que mon kiné, mon ostéo, c'est de me le dire souvent, Tu te c'est disputes? important, mais ouais, c'est vrai que j'ai un peu du mal. Alors, quand on est à deux avec Nico en prépa, c'est vrai qu'on arrive à se motiver. Du coup, il y en a un qui le fait, bon, bah, l'autre, bon bah ok, je vais m'étirer un petit peu en attendant, mais sinon c'est vrai que c'est pas notre point Ah, tout fort seul, c'est tous les hyper deux. difficile. Ouais, Moi, je suis voilà, incapable à c'est ça. PPG, tout ça, là, tous ces étirements tout seul, Ouais, c'est vachement difficile de c'est trouver la ça. motivation, en tout cas pour moi. Ouais, c'est clair. Bah, pour moi c'est pareil. Hein. C'est vrai que c'est pas notre point fort avec Nico, ça on va dire. Comment se passe une semaine type d'entraînement pour toi? Alors, à la fois dans une période un peu plus calme, sans objectif, et puis à l'inverse, dans une phase intensive de prépa en vue d'un grand rendez-vous. Comment est-ce que tout ça se met en place? Et puis comment ça coexiste aussi avec ta vie professionnelle? Tu es contrôleuse aérienne, tu nous l'as Ouais, dit. ouais. Comment est-ce que tout ça vient s'imbriquer? Et puis comment est-ce que tu étends les journées ou les semaines pour que tout ça puisse rentrer? Bah, en général, une journée, enfin une semaine type, ça va être, alors ça dépend voilà en période de charge ou non, mais les grandes lignes, c'est les mardis et les jeudis, c'est des séances à la piste. Donc le mardi, ça va être plutôt court, le jeudi, ça va être plutôt long avec un travail d'allure spécifique. Et ensuite, le dimanche, ça va être les sorties longues. Ou le samedi. Là, c'est vrai que vu qu'on était au Kenya pour la prépa 100 km, là-bas, ils font les sorties longues le samedi. Donc j'avais mis les sorties longues le samedi et c'est pas mal aussi, je trouve.
Donc ça, c'est les grandes lignes, on va dire, de la semaine. Et ensuite, c'est beaucoup de footing, en fait, pour avaler les kilomètres et enfin voilà, quoi. C'est des footings aussi de récupération. C'est-à-dire que, par exemple, le mardi, ça va être un footing le matin, vraiment calme, pour arriver en pré-fatigue sur la séance du soir, on va dire. Calme, ça veut dire quoi? C'est quelle allure? Oh, c'est 5,30, des fois 6. Après, nous, ici, il n'y a rien de plat aussi à Aix, donc c'est vrai que c'est difficile d'avoir une allure constante, mais vraiment, le but, c'est de pas fatiguer les jambes, en fait. Donc, courir vraiment en ayant des... Enfin, ça va dépendre aussi de la forme. Plus on est fatigué, plus ça va être lent, peut-être, et plus on est en forme, plus, finalement, on va être plus à l'aise à une autre allure. Mais voilà, en général, moi, mes footings, c'est aux alentours de 5,30, quoi, pour vraiment être... Enfin, pas accumuler de la fatigue, quoi. Comment est-ce que tu organises aujourd'hui ton agenda de course sur une année? C'est quoi les principaux critères pour déterminer les courses sur lesquelles tu vas t'aligner? En général, moi, mes années, elles sont rythmées avec les marathons, on va dire, parce que c'était à chaque fois ces dernières années, c'était mes objectifs. Donc voilà, le marathon, il est fixé. En général, là, ces derniers temps, ça a été souvent le marathon de Valence. Et après, je vais organiser un peu en fonction de ça. C'est vrai que les marathons, c'était un peu l'objectif premier. Et du coup, toutes les courses que j'ai faites avant, on va dire, c'était dans la prépa marathon, quoi. C'est une Donc construction, ouais. voilà, c'est ça. Enfin, avant ma prépa marathon de Valence, j'ai fait quelques courses, mais c'est vrai que c'était dans le cadre de la prépa du marathon et c'était ça l'objectif premier. Donc il n'y avait pas vraiment d'objectif sur les autres courses, quoi. Donc c'est pour ça que des fois j'aimerais peut-être essayer là avant de rattaquer une prépa 100 km, d'essayer de faire des prépas vraiment prépa semi. Alors 10 km c'est dur, hein, mais vraiment une prépa semi où je me dis je prépare vraiment un semi, j'essaie que ce soit l'objectif premier en fait, pas l'objectif second, puisqu'en général ce type de course ça vient en second plan, quoi. Une année type, donc il n'y en a pas tellement en ce moment avec ce qu'on a connu avec le Ouais, Covid et puis c'est là clair, avec ton calendrier avec, où le 100 km a pris un peu de place. c'est vrai. C'est combien de marathons par an? Combien est-ce que tu t'en fixes? J'en ai fait maximum 2. Enfin, ça sera de toute façon jamais plus de 2 par an. Déjà 2, je pense que c'est beaucoup. Si on veut vraiment bien les préparer, je pense que voilà, il y a au moins 3 mois de prépa. Et après, il y a un bon mois derrière de reprise en douceur parce que sinon le corps peut plus. Mais bon, après, il y en a qui arrivent très bien à l'encaisser. Mais moi, je pense que ça sera jamais plus de 1 ou 2 par an, quoi. Tu t'es également essayé au trail avec Ouais. succès, comme l'illustre par exemple ta victoire sur le trail des passerelles de Monténard l'année dernière sur le format 25 km. Ouais. Est-ce qu'on peut imaginer te voir plus régulièrement sur les sentiers à l'avenir? Et puis est-ce que tu vas aussi peut-être rallonger les distances sur le trail? Est-ce que tu vas être amené à prendre cette direction-là? Ou c'est trop tôt Euh, pour le dire? Là, c'est tôt parce que là, de toute façon, je sais que moi, c'est vraiment la route que j'aime pour le moment et je me vois pas changer tout de suite. Par contre, je pense que plus tard, dans quelques années, quand j'aurai fait mon temps, je pense avec la route, je pense que je me tournerai peut-être sur le trail parce que j'adore. Enfin, vraiment, c'est une ambiance que j'adore. En plus, on voit des paysages, enfin, magnifiques en général. Et puis bon, voilà, il y a des formats aussi longs, donc je pense que ça peut vraiment me plaire. Par contre, voilà, moi, j'ai pas trop de technique, donc c'est vrai que je suis pas vraiment hyper à l'aise dans les descentes, dans les cailloux, etc. Donc, il va falloir que je bosse un peu ça avant de me lancer vraiment là-dedans. Merci beaucoup, Floriane. Ouais. C'en est fini de cette introduction. On va passer désormais à notre séquence de la basket chinoise, une séquence redoutable. C'est Ah, un portrait chinois. Non, non, c'est pas vrai. C'est un portrait chinois version sportif qui va nous permettre de continuer à mieux te connaître. ok. Première question de cette basket chinoise. Si tu étais un personnage fictif, qui serais-tu? Alors moi, je suis pas très personnage fictif, etc. C'est vrai que film et tout, je regarde pas trop, mais je pense que si j'avais un pouvoir, ce serait celui de me téléporter. Pouvoir Ah aller ouais. où je veux, quand je veux, ouais. Moi, je le veux bien savoir, surtout quand une course se termine. Là, tu sais, c'est Ouais, tout ce ouais, qu'il y a après, là, quand ah oui, il fait froid et que tu as envie d'être chez toi et que c'est tu as, ça. tout Ou que un trajet. t'as mal aux jambes aussi, que tu peux pas trop marcher. C'est le Ça moment où j'ai peut le plus envie de me téléporter, C'est moi, dans ça. une vie. Je vote pour. Si tu étais un animal, lequel serait-il, Florian? Je dirais un oiseau, pareil, pour avoir enfin, pour pouvoir voler, en fait, et se déplacer comme ça. Ce serait Ça permet de faire des belles perfs, ça, en plus, je pense. aussi, ouais, c'est ça. Dernière question, est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui est une source d'inspiration particulière pour toi, donc que ce soit de par ses performances ou de par sa personnalité? Là, avec le running, forcément, je pense à Eliud Kipchoge. C'est vrai que enfin, je suis très admirative de ce qu'il fait. J'aime bien aussi ses pensées là dans son film quand il dit No human is limited. Je pense que ça résonne pas mal en moi. Et plus dernièrement, j'ai vu le film sur les sœurs Williams et leur parcours et j'ai vraiment été enfin, j'ai trouvé ça vraiment très inspirant et très admirable. Donc c'est vrai que je connaissais pas Je ne l'ai pas vu, forcément. c'est avec Will Smith, c'est ça? Oui,
Et franchement, il est super. Et moi, je connaissais pas bien sûr, je connaissais les sœurs Williams, mais je connaissais pas tout leur parcours et tout ce qu'elles ont fait pour en arriver là. Et vraiment, je trouve ça très, très admiratif. Et quelle longévité. Oui, aussi. Dans le haut niveau, c'est Ouais, impressionnant quand même. c'est vrai. Merci beaucoup Floriane Ouais. d'avoir répondu, d'être prêtée au jeu de la basket chinoise. On va parler maintenant de ta course épique, donc les championnats de France de 100 km à Belvès. Je vais présenter la course Ouais, en quelques mots et planter le décor. d'accord. Donc la première édition de cette course, également appelée les 100 km du Périgord noir, a été organisée en 1977. Elle rassemble alors les spécialistes des courses de grands fonds en France dans la mouvance de l'esprit Spiridon. La course elle a habituellement lieu au mois d'avril, donc comme cette année, et c'était cette année sa 44e édition. Donc après 2 ans d'absence, pour les raisons qu'on connaît, les deux formats de 50 et 100 km sont proposés cette année sur des circuits qui ont été largement remodelés, qui se veulent plus bucoliques et plus ombragés. Donc tu pourras un peu nous confirmer et nous faire la visite du propriétaire en nous racontant ta course. Et donc il y a plusieurs boucles qui composent ce parcours et qui permettent aux coureuses et aux coureurs de découvrir entre autres la magnifique bastide de Montpazier, que je ne connais pas, mais visiblement elle est magnifique. Tu pourras peut-être me Ouais. le confirmer. Oui, oui. La course se conclut sur le circuit habituel et la mythique montée vers Belvès qui conduit les coureurs jusqu'à la très attendue ligne d'arrivée. En moyenne, il y a 380 participants qui terminent chaque année ces 100 km. 100 km qu'il convient de boucler dans un délai maximum de 16 heures. Dernière petite intro chiffrée pour présenter la course. Le record féminin de l'épreuve est détenu par la Suédoise Katja Berg en 7 heures et 38 minutes. Et du côté des hommes, c'est le japonais Takahiro Tsunada en 6 heures et 17 minutes. Mais bon, je pense que les parcours ont aussi pas mal évolué, donc c'est peut-être difficile d'avoir des références qui soient comparables. Donc voilà, on est tous incollables sur les 100 km de Belvès. Si on te pose des questions sur les prochains dîners en ville, je pense que tu peux Voilà. ressortir toutes ces infos dont je pense que tu avais la plupart très largement en tête. Avant que tu nous racontes plus en détail ta course épique, Floriane, je suis désolé pour toi, c'est le moment de la question qui pique de course épique. Une question très gentiment piège que je pose à chacun de mes invités. Voilà ma question qui pique pour toi et qui va intéresser non pas les 100 bornards comme toi, mais plutôt les 1000 bornards. Tu l'auras donc deviné, notre question qui pique va concerner le célèbre jeu de société, le 1000 bornes, qui a été inventé en 1964 par Edmond Girardin dans sa maison à Arcachon. Est-ce que tu connais ce jeu? Oui. Tu vois ce que c'est? Ouais. Donc pour rappel, pour ceux qui ont peut-être jamais joué, donc le principe est simple, c'est les joueurs participent à une course automobile c'est un jeu de cartes et ils doivent atteindre un objectif, être les premiers à parcourir 1000 km. Et pour y parvenir, ils ont des cartes distance, mais c'est là où c'est très vicieux, c'est qu'il y a des cartes un peu méchantes, c'est les cartes attaque qui permettent de freiner en fait l'avancée de son adversaire, qui peuvent être contrées par des cartes parades ou des cartes bot qui offrent un certain nombre de protections. Voilà ma question qui pique pour toi, Floriane. Est-ce que tu sais pourquoi ce jeu des 1000 bornes s'appelle comme ça? Alors, il y a un petit indice pour toi quand même, c'est que la réponse, elle a un lien un peu indirect avec une ville que tu connais bien aujourd'hui. Alors, le 1000 bornes, non. En plus, j'ai joué souvent quand j'étais avec mes cousins plus jeunes. Mais je ne sais pas du tout pourquoi ça s'appelle comme ça, non. Eh ben, en fait, c'est une allusion à la longueur de la mythique National 7 qui reliait Paris à la pointe est de la Côte d'Azur et qui passait à l'époque par Aix-en-Provence, où tu résides aujourd'hui. Donc, Ah oui, c'est ça le lien avec d'accord. toi. Et donc, c'était à l'époque appelé la route bleue ou encore la route des vacances. Et Ok. c'était la plus longue des routes nationales de France avec 996 km. Donc, je pense que C'est bon, l'inventeur du jeu s'est permis d'arrondir un petit d'arrondir. peu au-dessus. Ouais, et voilà. Et puis, depuis, la route a été déclassée en 1972. Il y a des tronçons qui ont été enlevés et elle a évolué. Donc c'est plus aujourd'hui la route la plus longue. D'accord. Mais voilà, donc c'est l'explication. Ok, Si un jour tu veux te lancer dans un 1000 bornes, tu vois, tu pourras toujours, à un je moment, si tu t'ennuies pendant que tu cours, tu pourras réfléchir à prends ce le train qu'on s'est jusqu'à dit avant. Paris et je redescends jusqu'à Aix, quoi. Ça peut Exactement. être... Bon, tu n'as pas mis dans le 1000, mais à ta décharge, la question était vraiment pas très facile. Non, Je ça suis va. désolé. J'espère Ok. que t'es pas trop fâché. Je devrais m'en remettre. Ok. Allez, on va passer maintenant vraiment à tes championnats de France de 100 km à Belvès. Pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter quand et comment est née cette idée de participer au championnat de France des 100 km? Est-ce que c'est un long et calculé cheminement dans lequel s'inscrivait par exemple ta participation et puis ton RP au marathon de Valence en décembre dernier, ou est-ce que la décision elle est venue peut-être plus tard ou autrement? Alors non, ça, c'est venu un petit peu. On était dans le hall d'aéroport de Marseille en début janvier quand Nico est parti pendant 5 semaines au Kenya. Et puis voilà, j'avoue que j'étais un petit peu triste qu'il s'en aille pendant tant de temps. Et puis bon, je pense qu'il s'est dit, il faut que je lui trouve quelque chose là pour l'occuper pendant ces 5 semaines. Et du coup, je lui dis ouais, je sais pas si je fais un marathon, qu'est-ce que je fais au printemps, etc. Et du coup, il m'a dit bah pourquoi tu fais pas le 100 km enfin pourquoi tu tentes pas de faire un 100 km. Et du coup, c'est parti de là. On a regardé un petit peu, on s'est renseigné. Alors bon, sur le T'avais coup, jamais envisagé ça? Pour toi, non. c'était impensable? Bah non, c'était pas impensable parce que je sais que voilà la longue distance ça me plaît, mais j'avais pas forcément entendu trop parler. Alors enfin, je connaissais hein, bien sûr, mais je me suis jamais dit allez, je vais me lancer. Pour moi, ça venait peut-être plus tard en fait, pas tout de suite. Mais au final, je me suis dit ben pourquoi pas, et j'en ai parlé à mon coach. Bon, au début, il m'a dit non, toi c'est un marathon au printemps, tu vas pas commencer à me faire des distances comme ça.
Et puis finalement, voilà, je lui ai montré que j'étais quand même vraiment motivée. Après, mon coach, voilà, s'est renseigné. Il a eu aussi de très bons conseils de Laurence Klein, qui a le record de France de 100 km féminin. Et elle l'a rassuré aussi. Elle lui a dit que voilà, c'était pas parce qu'on faisait un 100 km qu'après on pouvait plus faire de marathon ou quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, c'est pas, voilà, c'est une course, on va dire, entre guillemets, comme une autre. Et puis après, si jamais c'est le marathon qui me plaît vraiment, je peux redescendre sur marathon. Et voilà, comment dire, c'est pas parce que je fais 100 que après l'année prochaine je vais faire 200 ou 300, quoi. Je veux dire, non, ça, c'est pas dans ce but-là, quoi. Mais du coup, non, c'est arrivé un petit peu comme ça, en janvier, grâce à Nico. Et puis au final, je regrette pas parce que j'ai vraiment adoré. Donc, c'était le bon choix. Sachant que toi, tu n'avais jamais couru au-delà de quoi, une quarantaine de kilomètres, c'est ça, au-delà de la distance marathon à ce moment-là? Ouais, j'ai fait le marathon et ensuite, à l'entraînement, j'avais fait 60 kilomètres et après, j'avais déjà fait une course grâce à Azix, on avait fait un Coast coast to to coast, coast. voilà, Dubaï, on avait fait 180 kilomètres en 4 jours avec une équipe de filles et donc on était parti de Dubaï, on est allé jusqu'à Oman. Donc là, on avait fait des J'ai vu jours. les photos, ça n'avait pas l'air désagréable. J'ai Ah non, l'impression que vous avez passé un bon moment. c'était génial. Franchement, c'est une de mes plus belles expériences aussi. Vous étiez en bivouac, c'est ça? Vous aviez des Ouais, plans d'étape ouais, voilà, c'est ça. On était en bivouac et on était très bien accompagnés. On était 7 filles de 7 pays différents et du coup, non, c'était une super expérience. Et donc là, j'avais déjà fait, on va dire, 50 à 60 kilomètres, mais c'était pas de la course pure parce que on passait beaucoup dans les dunes de sable, etc. Donc des fois, voilà, il y avait de la marche quand même et c'était pas de la course pure, mais bon, ça restait quand même des longues distances, quoi. Avant qu'on parle des grandes lignes de ta prépa, je voulais faire un petit focus sur le stage auquel toi aussi tu as participé au Kenya, puisque tu as eu la chance d'y aller en amont de la course. Comment ça se passe concrètement, ce type de stage, et puis quel est son rôle et quels bénéfices toi tu y trouves que tu trouves peut-être pas dans d'autres contextes? Qu'est-ce qu'il y a vraiment de très spécifique à la façon dont ça se passe sur place? Alors moi déjà je voulais aller là-bas pour découvrir l'endroit parce que Nico y était déjà allé, il m'en avait beaucoup parlé, il m'avait dit que c'était vraiment génial, etc. Donc au-delà de la prépa, je pense que même si j'avais pas eu de prépa particulière ou quoi, j'y serais allée juste pour voilà voir et m'imprégner un petit peu de cette culture et enfin de cette vie là-bas. Et au final, on avait prévu d'y aller. Et c'est vrai que quand on a commencé à parler du 100 km, je me suis dit que ça pouvait être vraiment le bon moment parce que moi, c'était la première fois que je participais à un stage de course à pied. Donc la première fois que je passais voilà 2 semaines et demie, 3 semaines à faire vraiment que ça, que de la course à pied. Et après, bah, les bénéfices du Kenya, on les connaît un petit peu, c'est l'altitude en fait, parce qu'on est à 2200 mètres d'altitude. Et donc, du coup, bah, l'entraînement est plus dur et forcément, à la redescente, on a ces bienfaits en fait de l'altitude, quoi. Donc du coup, c'était vraiment ça. Et puis c'est aussi, je pense, le fait de pouvoir se consacrer qu'à ça. C'est-à-dire qu'on n'a rien d'autre à penser que courir, se reposer, faire des soins, en fait, ouais, faire ce qu'on aime toute la journée, quoi. Donc c'est vrai que ça, c'était vraiment, enfin, je pense que c'est vraiment le plus, quoi. T'es venu avec Jérémy, ou est-ce qu'il y a sur place des gens qui se chargent de t'encadrer et te définir un programme compte tenu de tes objectifs et qui te prennent en main sous leur aile pour organiser tes journées? Alors au niveau du plan, non, c'est mon coach qui m'a fait le plan, mais lui, il a pas pu, il avait pu accompagner Nico en janvier, mais là, il pouvait pas se libérer encore, mais il m'avait fait un plan, voilà, que j'avais juste à suivre en fait. Donc tu es très autonome dans ton quotidien en fait, c'est toi qui gères globalement comme tu veux les sorties et tu fais ce que Jérémy avait mis au Oui, programme. voilà, c'est ça. Jérémy, il me fait le plan et après, bien sûr, il me dit toujours, tu adaptes en fonction de ta fatigue, en fonction de ça. Mais sinon, non, non, voilà, je suis son Il n'y plan a pas et forcément des sorties collectives organisées ou autres. bah, là, c'était un peu compliqué parce que j'étais la seule à préparer, voilà, le 100 km parce qu'en fait, on était au Running Center, donc c'est un centre là-bas qui est un peu propre à la course à pied et pour ça, c'était vraiment génial. Enfin, on était super accueillis, on était aussi avec d'autres coureurs, etc., de différentes aussi nationalités. Et c'est vrai que c'est super intéressant de pouvoir partager, enfin, pouvoir partager ça avec d'autres personnes et même là-bas sur place, c'est vrai qu'il y a toujours quelqu'un qui court, donc on peut jamais se retrouver seul. Mais après, moi, voilà, j'avais une prépa un petit peu particulière, donc au vu de mes sorties longues, c'est vrai que je les ai faites souvent seule, enfin avec Nico du coup, qui m'accompagnait soit en vélo, soit en courant. Mais c'est vrai que c'était plus difficile de trouver des gens qui avaient les mêmes plans. Mais après, je pense que voilà, pour des préparations de 10 km semi ou marathon, enfin Nico, par exemple, quand il faisait ses séances là-bas, c'est vrai que tu trouves toujours quelqu'un qui court un petit peu, qui peut faire des séances avec toi, quoi. Tu nous l'as dit tout à l'heure, donc tu as réalisé une sortie longue là-bas de 60 km en 4,29 du kilomètre. Oui. Quel enseignement et quelle promesse tu as pu en tirer en vue de ta préparation et ta participation au championnat de France quelques semaines plus tard? Est-ce que ça t'a donné des indices et conforté sur la façon dont s'était passée ta préparation jusqu'alors?
C'est vrai que ça m'a déjà mis en confiance sur le fait que voilà, je pouvais courir cette distance-là, que j'avais pas eu, enfin j'ai aussi beaucoup testé ma nutrition, donc tout ce que j'avais mis en place là-bas, ça m'a pas dérangé, j'ai pas eu mal au ventre ou quoi que ce soit, donc ça m'a rassurée aussi à ce niveau-là. Après, je savais que de toute façon, j'allais pas viser une allure particulière à Belvès parce que le parcours était vallonné. Donc même si là, voilà, ça s'était bien passé, j'étais quand même un petit peu sur la réserve puisque au Kenya, le parcours, même si c'était à 2200 mètres d'altitude, il était quand même plus favorable. Donc il y avait pas trop de dénivelé et c'était plutôt descendant. Donc c'est vrai que c'était enfin, je me disais toujours, ok, là c'est passé, mais parce que le parcours était assez plat et pas trop vallonné. Mais à Belvès, ce sera pas comme ça. Donc j'avais quand même cette réserve-là en me disant, bon, faut quand même, même si là c'est passé, il faudra quand même voir le jour J avec plus de dénivelé, quoi. On va l'entendre d'ailleurs dans le récit de ta course, t'es pas du genre non plus à t'enflammer complètement et à baisser la garde avant que l'objectif soit atteint, j'ai l'impression. Non, non, C'est non. pas Ouais. tout à fait ta personnalité, Bah, t'es plutôt concentré et focus. oui, voilà. Et puis surtout quand c'est quelque chose on a une course qu'on n'a jamais faite, une distance qu'on n'a jamais courue, c'est vrai que jusqu'au bout là sur la course au 85e, bon, même on commençait à me dire bon ben ça va le faire. J'avais mes parents, des amis sur le bord de enfin sur le bord de la route qui me disaient allez c'est bon, ça va le faire et tout ça. Et moi j'étais là non non mais non, il reste encore 15 bornes ou 20 bornes et je me disais on sait pas le corps s'il se met en off même à 5 kilomètres de l'arrivée c'est mort. Enfin tu peux plus avancer donc non, jusqu'au bout, tant que tu l'as pas fait, enfin, moi, j'étais pas sereine, quoi. Hormis cette escapade kenyane, est-ce que tu peux nous parler dans les très grandes lignes de ta prépa et puis qu'est-ce que tu as trouvé très différent de ce que tu avais pu mettre en place habituellement sur des distances plus courtes comme le marathon et puis qu'est-ce que tu as aimé justement peut-être dans cette prépa qui était un peu différente de celle que tu avais habituellement? En fait, ça a pas trop changé d'une prépa marathon sur les semaines, on va dire, parce que je gardais mon rythme de mardi, jeudi à la piste, sortie longue le week-end. Donc ça a pas vraiment changé. Alors bien sûr, on va dire les séances étaient un peu plus longues, même sur piste. Donc le but c'était pas forcément d'aller le plus vite possible, mais de faire toute la séance. Il y a eu des fois où je partais pour faire 30 fois 300. Bon bah au début tu te dis j'arrive pas, mais bon Nico voilà pouvait me dire bah tu les fais peut-être un peu plus doucement, mais tu vas jusqu'au bout. Pour ce qui est important, c'est le volume. Donc, c'est le volume qui a changé. Et après, les sorties longues du week-end. C'est vrai que les sorties longues, normalement, le dimanche, voilà, pour une prépa marathon, on va pas au-delà de 35-38 km. Là, c'était, des fois, ça a été le double. Donc là, voilà, c'est vraiment sur les sorties longues où ça a changé, quoi. On l'a compris, tu nous l'as dit, la préparation c'est une phase que tu aimes bien. Est-ce que malgré tout, il y a des sacrifices qui sont un peu plus difficiles à faire pour toi dans ces périodes-là? Peut-être sur la nourriture. C'est vrai qu'on aime bien manger avec Nico, hein. Pour ça, on se tire pas forcément vers le haut. Mais bon, après, franchement, justement, sur cette prépa, j'ai pas voulu non plus mettre de contraintes. Je pense que quand on prépare des efforts longs comme ça, le but, c'est quand même d'être en forme sur les séances, de pas arriver en ayant pas de sucre ou de pas manger. Et de toute façon, surtout au Kenya, c'est vrai que moi, j'ai quand même assez l'habitude de courir à jeun. Ça me dérange pas trop parce que je suis habituée. Mais là-bas au Kenya, par exemple, c'était quelque chose que je pouvais pas faire. Je sais pas si c'était l'altitude ou la fatigue ou quoi, mais c'est vrai que voilà. Donc non, je me suis pas mis de pression à ce niveau-là, même si bien sûr, à l'approche de la compétition, on fait quand même toujours plus attention à ce qu'on mange et on essaie de se restreindre un petit peu, on va dire. Donc je pense que c'est ça finalement le plus dur ou le régime dissocié que je fais aussi juste avant enfin la semaine avant la course. Ça c'est dur pour moi. Est-ce que tu peux nous en donner les principes de ce régime dissocié? Oui, alors après, je suis pas hyper calée là-dessus, hein. Je pense que les gens Dans les, trouveront. ouais, Oui, dans les voilà. grandes lignes, Mais l'esprit en tout cas. en gros, c'est de vider les réserves de sucre. Par exemple, quand la course est le dimanche suivant, du lundi au jeudi matin, on enlève tous les sucres, donc fruits, féculents, tout ça, pour vider les réserves. Et ensuite, à partir du jeudi, on recharge à bloc. Et du coup, le stress subi un petit peu par le manque de sucre en début de semaine fait que le corps va recharger encore plus ses réserves de glycogène, etc. Et enfin de sucre. Et du coup, normalement, on arrive un peu mieux, comment dire, je sais pas comment dire, mais rechargé à la course, quoi. Après, ça dépend des gens et ça convient pas forcément à tout le monde, mais c'est vrai que je l'avais testé avant le marathon de Valence puisque Nico, lui, le pratique beaucoup et ça avait plus ou moins bien marché. Donc, je me suis dit, là, c'est vrai que sur une épreuve de 100 km, ça peut être encore plus intéressant de le faire. Donc, je l'ai refait, enfin là, avant la course.
on peut le dire qu'on est quand même content quand c'est le jeudi matin, non? Et qu'on peut Ah ouvrir ouais, le non, frigo. non, c'est clair. Franchement, là, en plus, Ces 3 jours, ils sont interminables. Moi, je l'ai et vécu, ouais. enfin, je l'ai mal vécu certaines fois, ouais. Ah ouais, tu À l'as mon tout déjà petit pratiqué niveau, hein. aussi? Ouais, j'ai testé 2 fois et la deuxième fois, ça n'a pas été Ah ouais, une grosse réussite. d'accord. Mais j'ai le souvenir, en tout cas, d'avoir souffert beaucoup plus que ce que j'imaginais dès le deuxième jour, quoi. Ouais, Dès c'est le vrai. mardi, ouais. Après, ça permet aussi de se mettre dans sa course. C'est vrai que je disais à Nico, là, oh, mais pourquoi je fais ça? Franchement, enfin, c'est pas rigolo, quoi. T'es là, tu peux pas manger ce que tu veux et tout ça. Mais il me dit, oui, mais ça te permet de te mettre dans ta course, surtout que les dernières semaines, enfin, notamment la dernière semaine, tu fais quasiment plus rien, quoi. Donc, tu passes de t'entraîner 2 fois par jour à quasiment rien. Donc, psychologiquement, déjà, c'est bizarre. Mais du coup, de faire ce régime, t'as l'impression ben voilà, t'as l'impression d'être déjà un petit peu dans ta course et du coup, tu te focalises sur ça et ça te met un petit peu dans cette ambiance course à pied. T'es déjà, voilà, le mental commence à se préparer, quoi. Dans quel état d'esprit et dans quelle disposition physique tu boucles cette préparation? Est-ce que tu as le sentiment d'avoir fait ce qu'il fallait? Oui, pour moi, je me dis, ben, j'aurais pas pu faire mieux ou plus que ce que j'ai fait. Donc, je suis satisfaite de ça. Après, voilà, les derniers jours avant les courses, t'es toujours là, ah, t'as toujours des douleurs qui sortent parce que tu cours moins ou j'avais l'impression d'être fatiguée, mais ça, c'est normal, c'est le corps, pareil, qui relâche un petit peu avant, à l'approche de la compétition. Et vu qu'on court moins, enfin, moi, ça me fait ça, vu que je cours moins avant les compétitions, j'ai toujours l'impression enfin, d'avoir des mauvaises sensations, alors que pas forcément, mais bon. Après, voilà, les 2, 3 jours avant, là, quand on reprend du sucre et qu'on a fait les petits footings, enfin, je sentais que mes jambes ça allait et que j'étais bien, donc voilà, j'arrivais quand même en confiance à ce niveau-là. Mais voilà, après, je me disais, on verra bien le jour J, quoi. Quel est ton principal objectif sur la course? Est-ce que c'est une histoire de chrono, de place, de qualif? Et puis, est-ce que tu es du genre à regarder en détail les chiffres, les records, les forces en présence? Est-ce que tout ça, c'est des choses qui te travaillent aussi? Non, alors moi déjà, comme je disais, mon objectif, c'était de le terminer parce que je n'avais jamais fait un. Donc déjà, je m'étais dit, bah, si je termine un 100 km, ça sera génial. Et après, oui, bien sûr, on avait regardé les minima pour les mondiaux qui étaient de 8h10. Donc je m'étais dit, j'avais vu qu'à l'entraînement, ces allures-là étaient passées, on va dire, sur la sortie longue, notamment de 60 km. Donc je m'étais dit, voilà, ça peut peut-être passer sur la course, même si voilà, le parcours était un petit peu vallonné. Mais je m'étais dit, si je vois que les jambes tiennent et que ça va, je vais essayer de partir sur ces chronos-là. Après, non, l'objectif de place, quand bien même j'aurais vu partir une fille à 4 kills, j'aurais pas suivi, quoi. Même en Par me devant. disant, non, non, voilà, c'est pas, non, non, c'était pas le but. Après, bien sûr, c'était le plus et c'était génial de pouvoir être championne de France. Mais là, je pense que sur des courses comme ça, enfin, c'est des courses quand même individuelles. Enfin, je pense que, ou peut-être c'est différent sur des championnats du monde ou des championnats d'Europe, mais là, en tout cas, sur une course comme ça, enfin, sur une première, en plus, je pense que c'est vraiment faire sa course, faire ce qu'on connaît plus ou moins et vraiment se focaliser là-dessus, quoi. Donc, non, c'est important. Hein, même, voilà, des fois, je regardais la montre, Nico me disait arrête de regarder la montre, parce que lui, il me suivait à vélo et voilà, c'était, tu fais ta course et enfin, les sensations, c'était important aussi. Tu as organisé beaucoup d'échanges en amont, notamment avec des coureuses Ouais, expérimentées sur la distance, que sont notamment Anaïs Kemener et puis Laurence Klein, qu'on aime ouais, beaucoup chez Course Épique. ouais. Quelle importance pour toi ça revêtait de récolter ces conseils? Et puis, quels sont ceux que toi, tu as retenus principalement, les principaux enseignements, enfin les éclairages en tout cas qu'ils ont pu t'apporter sur cette course-là et ce format? Bah, c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup rassurée de pouvoir échanger, voilà, avec Anaïs, même avec Guillaume Ruel, avec Laurence Klein. C'est vrai que j'avais besoin de conseils parce que je savais pas, notamment au niveau de la nutrition. Donc, où Anaïs et Guillaume m'ont pas mal aiguillé sur eux, ce qu'ils faisaient, ce qui était bien, etc. Donc, j'ai pris beaucoup de leurs conseils. Et après, bah, ce que j'ai retenu, que ce soit voilà Anaïs ou même Laurence la veille, ils m'ont dit voilà la course elle commence au 70-80. Donc vraiment, il faut arriver aux 70-80 et ne pas être attaqué par les kilomètres ou par la course, quoi. Il faut arriver, entre guillemets, fraîche, quoi. Donc ça, c'est ce que j'avais retenu et c'est ce que j'ai... Facile à dire. Oui, voilà. Moi, c'est ce que... À un moment donné, pendant la course, j'étais au 60e, j'avais les jambes dures et tout ça. Je disais à Nico, j'ai les jambes dures, tu crois que ça craint? Ça veut dire que je suis pas fraîche? Et c'est vrai qu'on psychote un petit peu. Après, voilà, il y a fraîche, je pense tout est relatif, mais c'est vraiment ne pas arriver et être déjà borderline au 70e parce que sinon après c'est encore long. Tu as repéré le parcours la veille de la course. Quels enseignements t'en as tiré? Est-ce que ça t'a effrayé pour certains passages ou enfin, voilà, t'as été surprise par le dénivelé peut-être du parcours? Ouais, franchement ça m'a effrayée, c'est le mot, ça m'a fait peur un petit peu parce que je savais que ça serait vallonné, mais
je pensais pas autant entre guillemets. Et en fait, surtout, c'était pas tant, ça montait pas fort, mais il y avait beaucoup de faux plats montants et c'était long. En fait, c'était pendant 1-2 kilomètres où ça montait. Donc c'est ça un petit peu qui m'a fait peur. Mais bon, après, je me suis dit, de toute façon, c'est comme ça, il n'y a pas le choix. Et maintenant, avec le recul, finalement, je me dis que ça a été peut-être une aide, en fait, ce parcours, parce que ça m'a permis de découper ma course. Ça m'a permis de, finalement, pas être tout le temps. Je pense que quand on court sur du plat tout le temps, on est tout le temps dans la même position, etc. Donc, on s'use peut-être plus. Alors que là, du fait qu'il y ait des montées, des descentes, eh ben, on change notre posture, on change, enfin, les muscles utilisés changent aussi. Et surtout, ouais, ça permet de découper la course parce qu'on se dit, bon, on fait cette montée, après il y a la redescente, après voilà. Et je pense que du coup, c'est passé plus vite et je me demande si finalement, c'était pas une aide, mais peut-être enfin, psychologiquement, ça a aidé et peut-être sur les muscles et le corps, ça a peut-être aidé un petit peu aussi. Suite à ce repérage justement et au découpage que tu as pu faire, est-ce que ça t'a permis d'élaborer un peu une stratégie de course spécifique? Est-ce que tu t'étais... Enfin, tu nous l'as dit tout à l'heure sur les allures, c'était pas Mm. forcément très rigoureux parce que en raison du dénivelé, c'est compliqué de s'y tenir. L'idée globalement, c'est quoi? C'est de se dire que jusqu'au 70-80, on en garde un tout petit peu sous le pied pour aborder sereinement les 20-30 qui restent. C'est ça l'idée globale? C'était un peu ça. Alors en fait, le parcours, il y avait une boucle de 25 kilomètres qu'on faisait sur les 25 premiers et sur les 25 derniers. Donc déjà ça, psychologiquement, c'était bien parce qu'on savait à quoi s'attendre au moins sur la fin. Et surtout, cette boucle-là, c'était une boucle relativement plate. Donc je savais que, enfin, au début, je suis partie voilà un petit peu plus rapide que ce que voilà j'avais plus ou moins travaillé, enfin travaillé à l'entraînement. Et on avance un petit peu sur les minima, on va dire, mais parce que je savais que c'était plat et je savais qu'après, de toute façon, c'était vallonné. Et du coup, après, l'objectif premier, c'était vraiment de ralentir dans les côtes. Ça, Nico, il était même à l'entraînement, il avait été très droit avec ça. Il m'avait dit, je veux que tu ralentisses dans les côtes, parce que j'ai tendance, moi, à vouloir garder le même rythme et à m'épuiser pour rien, en fait. Il m'avait dit, tu montes tranquille, tu ralentis et tu relances en haut, voilà, si jamais ça va. Mais le but premier, c'était ça, en fait. C'était de pas se cramer dans les montées, de vraiment monter tranquille. Et vu que j'avais pris un petit peu d'avance, on va dire, peut-être sur le chrono par rapport à ce que je regardais au début, vu que le parcours était relativement plat, ça m'a permis de vraiment appréhender les montées sereinement et de vraiment prendre mon temps et de pas me griller, en fait, je pense, dans les côtes, quoi. Et du coup, c'était vraiment ça l'objectif, quoi, de pas trop forcer dans les montées. Quel orga t'as prévu avec Nicolas pour le lendemain, puisqu'il va être à tes côtés pendant 90% du parcours? Ouais. Quelle est l'idée, quel sera son rôle en tout cas sur la course? Ben, déjà, son rôle, c'est de porter tout ce que je dois manger et boire pendant la course. Et non, ça, c'est vrai que c'était ce qu'on avait travaillé aussi. Donc, il savait voilà, ce que j'avais envie Enfin, j'en avais prévu voilà, de boire tous les 5 kilomètres, de manger tous les 10. Donc, Petite précision, juste il est à vélo. oui, il est à vélo, ouais. Il est à vélo et il est derrière aussi tout le temps. Le vélo, on pas le droit Il n'a pas le droit d'être passer, devant, c'est non, ça, on hein? pas le droit de passer devant. Donc voilà, après, bien sûr, au-delà du fait que il portait tout mon ravito, c'était Il a les banderoles, les ouais. fumigènes, tout ça. Non, il avait la musique aussi quand même. Ça, c'était important. Parce que moi, j'adore courir avec la musique. Et du coup, il avait pris une enceinte quand ça a commencé à être les montagnes russes, là, dénivelées. J'ai dit, bon, allez, mets un peu de musique, ça va me Et motiver. c'était pas Happy Birthday. Non, 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 c'était pas Happy Birthday. C'était trop tôt dans le Ouais, mois d'avril. voilà. Et ouais, non, c'était une petite playlist. J'avais demandé à des gens, enfin, à ma famille, mes amis, de me donner leur titre favori ou deux du moment. Et du coup, c'est vrai que c'était motivant d'entendre les chansons un peu de chacun. Ça me boostait bien à ce moment-là. Et après, bah, bien sûr, Nico, il a eu tout l'aspect psychologique aussi hein, de la course. C'est vrai il m'a pas mal motivé, il m'a pas mal cadré tout au long de la course. Et c'est vrai que ça aussi, c'était une aide, quoi, de l'avoir tout le long avec moi. Comment elle s'est passée la nuit qui précède le départ? Est-ce que c'est habituellement pour toi source d'une nervosité particulière dans ce genre de circonstances ou est-ce que tu es plutôt sereine habituellement? Alors non, déjà de base quand même, je suis un peu stressée avant les courses. Après, là, sur mes derniers marathons, j'arrivais à bien dormir la nuit. Je pense que voilà, c'était une distance que je connaissais, donc j'étais moins stressée. Donc là, je me suis dit bon, ça va aller. Et en fait, non, j'ai quand même pas beaucoup dormi la nuit d'avant. J'étais hyper stressée. En plus, il y avait aussi le côté la météo. Moi, j'arrêtais pas de regarder la météo. Est-ce qu'il va pleuvoir? Est-ce qu'il va y avoir du vent? Parce que alors la veille, c'était la tempête. 2 jours avant, c'était la pluie. Donc je me suis dit franchement la pluie pendant 8 heures, je me suis dit ça va être vraiment compliqué.
Donc j'avais un peu tout ça, ouais. Et puis bon, je pense qu'il y a on a hâte aussi d'être au départ. Donc non, j'avoue que la veille, j'ai pas très très bien dormi quand même. Qu'est-ce que tu t'attends à vivre avec ces championnats de France? Le matin, bah, je sais que ça va être des émotions de fou. Après, je m'attends à souffrir aussi parce que je me dis bon, à mon avis, ça va pas être de tout repos. Mais bon, je me dis ça va être unique. Enfin, ça fait 3 mois que je me prépare, ça fait 3 mois que j'en parle. Il y a ma famille, il y a Nico, il y a mes amis. Donc, je sais que ça va être que des bons moments et j'ai envie d'en profiter à 100%, quoi. Ça y est, nous sommes le samedi 9 avril 2022. Est-ce que tu peux nous parler de ton début de course qui donne lieu à une descente inaugurale pour bien se mettre en jambes? Voilà, mais en fait, c'est la descente de Belvès qu'on va se reprendre sur les 2 derniers à la fin, quoi. Donc, Et qui devient une montée, donc, voilà, c'est au ça. retour. Du coup, je la regarde, donc j'apprécie la descente, mais je me dis, bon, celle-là, quand tu seras là de nouveau, Rendez-vous au dans... 98e. c'est ça. Donc, mais enfin, c'était quand même un super moment parce qu'en plus, il faisait beau ce matin-là et il y avait une mer de nuages. Et nous, vu que le Belvès, en fait, c'est un village qui est en hauteur, là, sur la descente, on passait un petit peu dans une mer de nuages avec un lever de soleil magnifique. Donc là, je me disais, purée, enfin, ça y est, j'y suis. Et en plus, c'est la folie. Le temps est parfait. C'est magnifique. Le paysage est magnifique. Donc, vraiment, je suis dans de bonnes dispositions. Et sur les 10 premiers, je cours toute seule parce que les vélos ont le droit de nous retrouver qu'au 10e kilomètre. Donc voilà, et après je retrouve Nico au 10e et là je me dis bon ça y est la course commence et on se concentre quand même pour voilà sur les ravitaux, bien boire, bien manger et même si le début de course est quand même assez cool vu que c'est plat, on peut même un petit peu discuter voilà avec les autres coureurs, avec les autres suiveurs. Franchement c'est une super ambiance entre coureurs donc Et entre c'était suiveurs aussi, entre eux. ah ouais, vraiment, c'était génial. Bon, c'est vrai que nous, on se racontait pas nos vies, hein, mais du coup, les suiveurs, ils essayaient de parler un petit peu, de nous distraire aussi. Et du coup, non, franchement, c'était top. Et puis, j'ai couru, on va dire, les 30 premiers avec un petit groupe. On était 3-4 coureurs, donc plus les 3-4 suiveurs. Donc, c'était vraiment cool, hein, c'était vraiment bonne ambiance. Tu es un peu sur la réserve, comme on l'a évoqué tout à l'heure, sur ces 30 premiers kilomètres. Est-ce que tu fais attention de ne pas te brûler non Ah oui, plus trop oui, tôt? ouais, ouais, complètement. Là, je suis vraiment, je cours, je laisse les jambes tourner, mais j'essaie pas du tout de forcer, j'essaie pas du tout ouais, voilà, de quoi que ce soit. Je cours vraiment un peu à la sensation et je regarde quand même les allures pour pas que ce soit trop rapide, parce que forcément, sur les 20 premiers, forcément, on se sent à l'aise, quoi. Mais c'est juste qu'il y en a 80 derrière, donc c'est là où faut vraiment faire attention et non, j'ai essayé de le prendre cool et de me mettre vraiment à un rythme qui me convenait en me disant que voilà, normalement, enfin, j'espère pouvoir le tenir jusqu'au bout, quoi, malgré enfin, avec les montées, etc. Tu arrives donc au kilomètre 30, et kilomètre 30, c'est aussi synonyme de la première côte et de la première réjouissance de la course. Est-ce que tu es dans le tempo sur les chronos que tu as imaginé? Puis comment est-ce que tu vas te sortir de cette première difficulté? Bah alors là, dans les côtes, je regarde pas. Enfin, je me dis, voilà, c'est la première grosse montée. En plus, c'était une des pires quand même là au niveau du 30e. Donc, je l'aborde vraiment en mode tranquille. Nico, il me dit, écoute, là, sur le plat, ça a été bien. Donc là, tu montes tranquille, doucement, En fait, faut surtout pas que les jambes soient lactiques ou quoi que ce soit, parce qu'après, pour la suite de la course, ça aurait été compliqué. Donc, on monte tranquillement. Je sais qu'en haut, il y a eu ma famille, mes amis. Donc, je me dis, allez, j'y vais tranquille. Et puis après, enfin, finalement, arrivé en haut, j'arrive que je me dis, bon, ben, c'est fait. Déjà, au moins, la première grosse cote est passée. Donc, psychologiquement, c'est cool. Et puis après, on partait sur un petit parcours super sympa au milieu des champs, au milieu des petites habitations. Enfin, c'était super joli. Donc, c'est vrai qu'on est aussi dans la découverte et ça motive aussi, je trouve, enfin, on regarde le paysage, on s'évade un petit peu. C'est plus plaisant que d'être tout le temps sur le même parcours, je pense, où il y a rien à voir forcément, quoi. Est-ce que dans ces moments-là, tu as tendance à être très attentive et à avoir le nez dans ta montre et dans ton chrono, ou est-ce que Ah non. tu te laisses porter par les sensations? Non, non, là, je me laisse porter par les sensations. C'est vrai qu'en plus, bah, ça monte, après, forcément, ça descend. Donc là, c'est pareil, en descente, j'avais pas les mêmes allures que sur le plat ou sur la montée. Donc, il n'y a pas trop enfin, il n'y a pas trop de repères, quoi. Donc, le but, c'est voilà, de relâcher les jambes sans non plus descendre à fond pour se cramer. Mais voilà, c'est vraiment relâcher les jambes, descendre à son rythme. Mais là, enfin, la montre, ça a plus trop d'importance. Là où ça pouvait être significatif, c'était, on va dire, au point de passage. Mais encore, vu qu'après, le parcours est totalement changeant à chaque fois, au niveau du dénivelé, c'est difficile de savoir vraiment. Donc non, là, c'est vraiment profiter de la course, voir que bah, j'étais bien au niveau des sensations. On arrive au marathon, c'est assez bizarre d'ailleurs parce que
Ou même le 30e, c'est assez bizarre parce que je disais à Nico, t'imagines là, sur un marathon, tu te dis, bon, la course, elle commence maintenant. Et là, on était au 30e et en fait, on était d'arriver. Donc, c'est vrai que c'est assez bizarre. Pareil, quand on passe le marathon, je me dis, bon, bah, ça y est, j'ai fait le marathon. Bon, bah, voilà, j'ai même pas fait la moitié. D'ailleurs, Nico, il me l'a dit à un moment donné, il m'a dit, t'enflamme pas, t'as même pas fait la moitié encore. Donc, du coup, c'est vrai que quand t'es là, t'as fait 45 km, tu te dis, ah ouais, c'est vrai, j'ai même pas fait la moitié. Bon, bah, du coup, ça va être encore long. Mais bon, c'était, ouais. À ce moment-là, le peloton, il a commencé un peu à s'étirer depuis quelques kilomètres. Est-ce Ouais. que l'idée que la course, elle pourra se passer en partie en solitaire, en tout cas, il y aura évidemment Nico à tes côtés, mais est-ce que c'est quelque chose que tu appréhendes ou finalement tu es tellement dans ta course que c'est pas un sujet pour toi d'avoir personne à côté de toi pendant les kilomètres qui s'annoncent jusqu'à l'arrivée? Non, ça me dérange pas plus que ça. C'est vrai que c'était super sympa d'être en groupe au début, mais après, je me suis jamais dit que j'allais courir. Enfin, pour moi, c'est impossible d'avoir quelqu'un qui va courir ton rythme, enfin, tout le long, quoi. On est tous différents. En plus, on n'a pas des fois les coups de mou au même moment, quoi. Déjà sur marathon, c'est compliqué de faire la course avec le même groupe de personnes. Donc là, sur un 100 km, non, je m'étais préparée à être toute seule. Enfin, j'étais pas vraiment seule, voilà, parce qu'il y avait Nico, parce que il y avait mes parents, mes amis, ma famille sur le bord de la course, donc je savais que je les retrouvais à certains moments. Et aussi parce que il y a une partie de la course là, après le marathon. En fait, on fait un peu, justement, quand on descend jusqu'à Montpazier, cette route-là, on l'a fait en aller-retour, donc du coup, on croise les autres coureurs. Il y avait aussi le 50 km, donc ça faisait quand même du Un monde. peu de densité. Voilà, et du coup, on se croise, tout le monde s'encourage. Franchement, j'ai vu personne ne pas encourager ou ne pas être voilà souriant à encourager les autres. Donc, on se sent pas vraiment seul, quoi. Donc ça, c'est super important. On va quand même le dire, tu fais un premier marathon en 3h15 et tu maîtrises quand même très bien tes allures. Tu amorces le retour et donc tu connais globalement le tracé. Il y a un cap psychologique qui, maintenant, devant toi, c'est la barrière des 60 km, qui est Ouais, une distance que tu n'as jamais dépassée jusqu'ici. ouais. Dans quel état d'esprit, dans quelle disposition physique tu te sens à l'approche de ce nouveau palier? Ben, c'est vrai que ça fait un peu peur. D'ailleurs, je l'ai dit à Nico, j'ai dit ça y est, bah là, je suis dans l'inconnu, quoi. Donc, c'était un peu stressant. En plus, il y avait une partie du parcours que j'avais pas repéré. C'était après Montpazier, sur le retour, on faisait un petit décroché dans un autre petit village. Et ça, on l'avait pas fait la veille en voiture. Et du coup, j'ai dit à Nico, bah, heureusement, parce qu'il y a eu une sacrée montée en fait au milieu des bois. Et enfin, franchement, je m'étais dit, si j'avais vu ça avant, je pense que j'aurais un peu paniqué. Donc finalement, je dis, c'est bien qu'on l'ait pas vu celui-là, qu'on n'ait pas repéré cette partie du parcours. Et je crois que c'est par là ouais, que on a passé les 60 kilomètres. Et voilà, c'est vrai que là, ça commence à faire peur, quoi. Je me dis, bon, bah voilà, là, je suis dans quelque chose que je maîtrise pas et que j'ai jamais fait. Donc, on croise les doigts et j'espère que ça va tenir, quoi. C'est quoi habituellement tes ressorts psychologiques dans les cours sur les moments où tu es un peu moins bien ou sur les zones un peu d'appréhension ou d'inconnu? C'est quoi les leviers que tu actives pour te faire du bien au mental et pour continuer à maintenir l'effort et garder le cap? Ben, je pense que ça dépend des cours, ça dépend du moment. C'est vrai que là, j'ai pas forcément en tête, mais forcément, je vais me dire, bah là, quand j'étais aux 60 kilomètres, que je voyais que j'étais toujours dans les minima, ben, je me disais, punaise, si jamais tu arrives à faire ça, peut-être que après tu pourras aller au championnat du monde, porter le maillot de l'équipe de France. Donc là, sur cette course-là, forcément, ça, c'est des choses qui m'animaient, qui me motivaient, quoi. Donc c'est vrai que après, ça dépend de chaque course, mais c'est vrai que là, enfin tout et puis même rien que voilà d'arriver à faire ces 100 kilomètres, je me disais après toute cette prépa ça serait génial de conclure par voilà enfin d'arriver au bout quoi. Donc c'est vrai que après je me rappelle pas de tout parce que c'est vrai qu'on part aussi un peu dans nos pensées je pense dans ces courses là mais ouais c'est des choses qui nous motivent quoi. Tu arrives à un nouveau seuil qui est donc le fameux seuil des 70-80 km où il faut être au top de sa fraîcheur. C'est ce que dit la belle théorie. C'est Ouais, aussi un passage qui est un peu rassurant pour toi parce que c'est donc la première et dernière boucle du parcours donc, ouais. que tu connais, sauf que tu empruntes dans le sens inverse. Tu boucles un deuxième marathon en 3h18, ce qui est encore hyper impressionnant. Mais il y a une petite nouveauté quand même, c'est qu'il y a des douleurs qui commencent à faire leur apparition. Oui, oui, c'est vrai que là, arrivé, c'est ce que je disais à Nico, j'ai les jambes dures. À un moment donné, j'ai eu une petite pointe aussi dans un mollet. Je me suis dit, oh là là, je vais pas faire une crampe quand même parce que donc là, j'ai bu beaucoup de ceinture. Ça d'ailleurs, Anaïs m'avait dit qu'elle en avait pris sur ses 100 kilomètres aussi. Et en enlevant les bulles, hein, parce que bon, l'eau gazeuse en courant, c'est pas top top. Mais du coup, c'est vrai que j'ai bu beaucoup de ceinture pour ça, en me disant, voilà, en plus c'est une eau un peu salée, donc c'était bien, ça cassait le sucre, aussi des gels et de tout ça.
Et après, en plus de ça, même si c'était rassurant de connaître la première boucle, il y avait quand même avant une grosse descente. Donc, on se refaisait la descente de Belvès, mais à un autre endroit, pas la même que la première. Et alors ça, ouais, la descente au 75 avec déjà les jambes bien chargées, ça a été compliqué, quoi. Je disais à Nico, vivement la montée, quoi, limite, parce que là, c'était rude, quoi. Mais après, ouais, j'ai eu les jambes dures tout le long, une fatigue un petit peu générale, et après là, c'est la résistance, quoi. C'est vraiment le mental, et on croise, enfin, je me disais, j'espère, voilà, que mon corps va tenir jusqu'au bout. Et après, c'est vrai que comme disait Guillaume Murel me l'avait dit aussi, si le mental veut, le corps tiendra. Donc, j'ai essayé d'avoir des pensées très positives et me dire, bon, écoute, t'as fait la prépa, t'as fait ce qu'il fallait, le corps, il est prêt, il va tenir, quoi. J'ai essayé vraiment de me motiver aussi comme ça. Tu n'as pas baissé le pied ni l'attention un seul instant sur cette dernière boucle et tu as également pu compter sur le soutien de tes proches dans les tout Ouais. derniers kilomètres. Ils ont été présents tout au long de de ce parcours. À quel moment tu t'es autorisé à considérer que tout allait bien se passer? On va dire vers le 95e, on est sur le retour. J'avais une petite douleur à la hanche et au genou qui était apparue, je pense, parce que ma foulée j'arrivais plus à vraiment dérouler ma foulée à cause quand même de la fatigue. Et du coup, voilà, les 5 derniers, je me dis, bon, bah là, quand même, il reste 5 kilomètres. Je m'étais dit, même en rampant, de toute façon, je l'ai fini, donc ça fait moins peur. C'est 5 kilomètres, voilà, c'est une distance qu'on connaît. Et là, je commence à dérouler ma foulée. Je commence à voir que voilà, j'ai les douleurs qui disparaissent un petit peu. Et je pense, bah, il y a toute l'euphorie, quoi. Donc là, je commençais à réaliser et je commençais à me dire, bah ouais, là, peut-être que finalement, vraiment, ça va le faire. Et du coup, bah, les émotions, ouais, c'est vraiment la folie, quoi. Comment est-ce que tu vis les tout derniers instants de course, notamment l'ultime montée, les 2 derniers kilomètres de la course? Ben là, la dernière montée, finalement, je trouve que c'est Tu veux la téléporter à ce moment-là? non, franchement, c'est ce que je disais. On est tellement, enfin, moi, j'avais l'impression d'être transcendée, quoi. Parce que je savais que c'était la fin. Je me disais, purée, tu vois, le panneau 99, quoi. Je t'ai dit, j'ai jamais vu ça sur une course. Donc, non, franchement, j'ai pas du tout un souvenir de souffrance dans la dernière montée. Bon, bien sûr, hein, j'avais les jambes super dures et hyper fatiguée, mais j'étais tellement me dire que voilà, c'était la fin du parcours. Non, enfin voilà, j'allais réussir ce que je voulais finalement, que j'ai que un super souvenir et je me rappelle plus trop de la souffrance. Comme quoi, je pense que le mental, il peut vraiment des fois partir ailleurs et comme se détacher du corps en fait, parce que là, c'est vraiment ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Tu conclus ces 100 km à une incontestée et totalement maîtrisée première place et un top 10 au scratch après 7h42 et 24 secondes d'effort, soit une moyenne quand même hallucinante de 4 minutes 37 du kill. Une performance qui est également synonyme de titre de championne de France et de qualification pour les championnats du monde à venir à Berlin le 27 août prochain. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? C'est quoi le premier sentiment, celui qui prime? Oh, ben, enfin, il y en a plein, quoi. En fait, je suis juste hyper heureuse. Je me dis, ben, j'ai réussi à faire mon 100 km, ce que je voulais. Mon corps, il a tenu jusque-là. Donc, j'étais super ravie. Et après, oui, je réalise petit à petit. C'est vrai, je me dis, ben, je suis championne de France. Et surtout, oui, dans un coin de ma tête, je me dis, punaise, je vais peut-être porter le maillot de l'équipe de France. Et ça, je pense que c'est un peu le rêve de tout coureur. Donc, c'est vrai il y a plein d'émotions différentes, mais c'est que du bonheur, quoi, à ce moment-là. Quels ont été, tu penses, les facteurs clés de ta réussite sur la course? Sur la, ben, Enfin, c'est course égale toute oui, la phase de préparation en amont aussi, c'est un oui, ensemble, hein, bien sûr. ben, c'est ce que j'allais dire. Je pense que c'est ma préparation. Je pense que c'est ce que j'ai réussi à faire à l'entraînement qui a fait que, du coup, la course s'est passée comme ça. C'est mon coach, c'est l'assistance de Nico, c'est la présence de ma famille, de mes amis. C'est un tout, en fait. Qu'est-ce que ces championnats de France, ils t'ont appris sur toi? Je vais dire, Ils t'ont révélé des choses que tu soupçonnais pas, j'imagine? non, il y a une pensée que j'ai eue pendant la course. Bon, c'est peut-être un peu bateau de dire ça, mais je disais, en fait, je pensais à mon corps et je me disais, si jamais j'arrive au bout, enfin, j'en serais vraiment très reconnaissante. Alors que bon, ça fait un peu bizarre peut-être de penser à ça, mais je me disais, si j'ai la chance que mon corps il me porte jusqu'au bout, enfin, je me dis, il faudra vraiment que je le remercie entre guillemets. Enfin, je sais pas comment expliquer. Ça fait peut-être bizarre hein, de dire ça, mais De la gratitude pour ouais, ton voilà, corps, ouais. oui, vraiment, parce que je me disais
moi, ma tête, elle voulait faire ça, bien sûr. J'avais envie d'y arriver, j'avais envie de faire ces 100 km, je rêvais, voilà, de porter peut-être un jour le maillot de l'équipe de France, tout ça. Donc, j'avais envie de faire ça. Mais bon, des fois, on sait bien que le corps, des fois, il veut pas, ou il peut pas, ou c'est pas le moment, ou quoi. Et donc, vraiment, voilà, quand pendant la course, je commençais à avoir mal, je commençais à avoir les jambes dures, je commençais, voilà, avoir quand même de la souffrance, je me disais, purée, si mon corps, il me porte jusqu'au bout, ben, vraiment, j'en serais très reconnaissante, quoi. Donc, peut-être c'est ça, ouais, que j'ai appris, ou que j'ai senti pendant la course. Il y a eu beaucoup d'émulation autour de cette course et de ta performance. Est-ce que tu as le sentiment qu'il y a eu un avant-après ou que peut-être le regard de tes proches, mais peut-être plus largement, en tout cas, du monde qui s'intéresse à la course à pied, a évolué sur toi? Non, je pense pas forcément sur moi. Je pense plutôt que ça a un petit peu mis en lumière le 100 km qu'on connaît moins par rapport au marathon qui est souvent, dont on parle plus. Donc je pense que c'est surtout par rapport à ça que ça met peut-être un peu plus en avant les longues distances et c'est cool parce que du coup ça a peut-être motivé d'autres personnes qui pensaient pas forcément. C'est vrai que voilà, moi si je m'étais pas penchée sur la question, je savais pas forcément qu'il y avait les championnats du monde de 100 km à Berlin cet été quoi. Donc, si on se renseigne pas forcément, on en parle moins que le 10 km, le semi, le marathon. Donc, je pense que c'est surtout sur ça que c'est cool, c'est qu'on en parle un peu plus et du coup, ça motivera peut-être d'autres personnes. Donc, c'est ça qui est cool. A posteriori, qu'est-ce qui t'a paru le plus difficile à gérer sur cette course? Je pense qu'il y a tout qui est dur de toute façon finalement sur un 10 km. Je pense quand même c'est la prépa en amont qui est difficile parce que c'est beaucoup de kilomètres, c'est beaucoup de fatigue, au Kenya, on se levait à 4 heures du matin pour commencer la séance de nuit avant 6 heures du mat. Donc tout ça, des fois quand j'y étais, je disais à Nico, c'est dur quand même quoi de faire tout ça. Après, bien sûr, on est motivé, on le fait, mais je pense que ouais, c'est vraiment la prépa qui est difficile et en même temps, c'est normal, hein, on dit entraînement difficile, course facile normalement, mais bon, voilà, je pense que c'est tout ce qui est en amont qui peut être parfois un peu dur. S'il y en avait qu'une, quelle est l'image que tu retiendrais de ces 100 km? C'est une question très difficile, j'en ai Non, pleinement conscience, mais est-ce qu'il y a un moment que tu as envie de figer qui pourrait symboliser au mieux cette expérience? c'est l'arrivée et le regard de mes proches, je pense, après la ligne d'arrivée. Merci beaucoup, Floriane. On va parler maintenant un tout petit peu d'avenir. On imagine qu'à court terme, donc, il va essentiellement tourner autour de ces championnats du monde à venir à Berlin. Est-ce que tu as des idées claires sur ce que tu as envie de réaliser là-bas? Ce qui prime, c'est un peu la même logique que ce que tu nous as raconté sur ces 100 km à Belvès, c'est de prendre du plaisir, de finir correctement la course, ou est-ce qu'il y a d'autres sous-objectifs? Bah après, je pense que le plaisir, ça doit être dans toutes les courses parce que c'est l'objectif premier. Je pense que si on n'aime pas ce qu'on fait, on peut pas aller au bout et encore plus sur des prépas comme ça qui sont assez chargés. Donc oui, bien sûr, le plaisir avant tout, le plaisir de partager ça avec mes autres coéquipiers de l'équipe. Là, j'ai hâte d'ailleurs de pouvoir rencontrer tout le monde parce qu'on se connaît pas forcément. Donc l'objectif premier, ça va être ça et après, ça va être d'honorer au mieux le maillot. Donc pour l'instant, c'est vrai que on n'a pas exactement parlé avec le coach de ce que je pourrais ou voudrais faire là-bas. Je pense que ça va aussi dépendre de l'entraînement, de voir ce que je suis capable de faire à l'entraînement. Et du coup, on va dire milieu, fin de prépa, c'est là qu'on pourra affiner et voir ce qui peut être possible ou non. Mais pour l'instant, c'est encore trop loin, on va dire trop flou pour vraiment dire ce que je voudrais ou pourrais faire là-bas, quoi. Quand est-ce que tu vas commencer à aborder le nouveau cycle de prépa en vue de cet objectif? Ça démarre quand? En général, c'est 3 mois de prépa, donc on va dire fin mai. Mais voilà, là, vraiment, ce qui était important, mon coach me l'a bien dit, c'était de récupérer. Donc là, ça fait déjà 2 semaines que la course est passée. Et j'ai fait quelques petits footings, mais vraiment, je me suis écoutée. Si j'étais fatiguée, j'allais pas courir. Si j'avais envie d'aller courir, j'allais faire un petit footing, mais vraiment doucement pour pas forcer. Enfin, ça a été quand même en fin de semaine, hein, parce qu'au début, je pouvais plus marcher. Vraiment, c'était compliqué les courbatures. Donc voilà, là, ça va être un petit mois, on va dire jusqu'à fin mai. Ça va être de peut-être beaucoup de renfo aussi pour préparer le corps à encaisser une prépa. Et peut-être un petit cycle de vitesse avec pourquoi pas un semi, voilà, avant de lancer la prépa 100 km pour essayer de retravailler un petit peu la vitesse avant de repartir sur de la longue distance, quoi. Est-ce que tu penses que tu vas te concentrer essentiellement sur ce format 100 km à moyen terme ou c'est vraiment fondamental pour toi de varier les plaisirs et donc les formats?
Là, bien sûr, je me pose pas la question parce que j'ai très envie d'en refaire un, bien entendu, à Berlin cet été. Et après ça, je verrai. Mais c'est vrai que mon premier amour, ça reste quand même le marathon. Donc, je pense que j'y repartirai. Enfin, voir ce que ça peut donner aussi après avoir fait une prépa, là, 100 km et peut-être deux, du coup, là, avec la prépa qui arrive. Je me dis que ça peut peut-être aussi me faire un déblocage pour améliorer peut-être mon chrono sur marathon, je sais pas. Donc, je serais curieuse, de peut-être repasser sur marathon après pour voir aussi ce que ça peut donner. À plus long terme, est-ce qu'il y a une course ou un défi sportif qui te fait particulièrement envie et que tu n'aurais pas encore accompli? Est-ce que tu as un rêve de gosse, ou pas de gosse d'ailleurs, ou d'adulte, mais Ouais. qui tient particulièrement à cœur, qui peut être en lien avec la course à pied, mais peut-être un autre type de défi sportif? Est-ce que tu as une espèce de Graal personnel? J'hésite un peu entre deux. C'est vrai qu'on parle souvent de la Diagonale des Fous avec Nico, avec mon frère, avec le frère de Nico aussi qui fait beaucoup de trail. Donc ça, je pense que ça serait à faire une fois dans sa vie et avec un Ironman aussi. C'est vrai que je me dis une fois, j'aimerais bien quand même essayer d'en faire un. Floriane, je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais avec le motto de la fin, Ah la devise qui t'est particulièrement chère et qui te guide dans la vie, qui illustre peut-être ton état d'esprit. Est-ce que tu aurais un motto à partager avec nous? Je dirais seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. C'est un petit peu notre devise au sein de la team Marathonia, qui est mon groupe d'entraînement. Et je trouve que ça me correspond bien aussi parce que voilà, moi j'ai besoin d'être entourée, j'ai besoin de cet esprit d'équipe pour me motiver, pour avancer. Donc je pense que voilà, ça serait c'est quelque chose qui me correspond bien. Je vous soupçonne d'aller quand même vite ensemble aussi. Oui. Vous allez plus loin. Oui. Je vous soupçonne de faire les deux. Merci Floriane, c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci beaucoup de nous avoir fait vivre ce coup d'essai pour toi sur le format 100 km qui aurait été, on peut le dire, un véritable coup de maître. Et un résultat qui fera date. Merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé avec nous avec autant de spontanéité et d'enthousiasme et d'optimisme cette performance qui a été absolument remarquable et puis qui appellera à l'évidence, qui en appellera beaucoup d'autres. En tout cas, je te le souhaite. Sois sûr en tout cas qu'on sera tous le 27 août prochain arrivés derrière nos écrans avec des banderoles Let's Go Flo Flo à la main pour t'encourager et poursuivre ta performance à Berlin. Voilà, je conclue cet épisode en te souhaitant à Nicolas et toi beaucoup de bonheur dans votre vie personnelle, c'est évidemment l'essentiel, et puis beaucoup d'accomplissement dans vos projets sportifs respectifs. Je te dis à bientôt Floriane, merci encore pour nos échanges. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole, c'est super gentil. Avec grand plaisir. Merci, à bientôt. Ciao. À bientôt. Ciao. Merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes ou sur Spotify, cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique.